Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est le journal de la Méditerranée. Cette semaine, nous reviendrons sur la guerre d'Espagne, c'était il y a 80 ans. Des milliers d'Espagnols s'exilaient, une douloureuse histoire qui se répète aujourd'hui en Syrie et en Irak. Nous en parlerons avec notre invitée, Sylvia Dessazars, politologue spécialiste de l'Espagne. Je vous emmènerai au Maroc pour visiter une gigantesque centrale solaire. Des entreprises françaises ont été sollicitées pour réaliser ce projet inédit. Nous découvrirons ensuite le Stromboli, en Italie. Ce volcan est surveillé de près par les scientifiques. Un site étonnant et d'une beauté rare à visiter dans ce magazine. Auparavant, nous avons choisi de revenir sur la situation en Libye, une situation, vous allez le voir, pour le moins chaotique. Les diplomaties européennes, américaines et des pays voisins de la Libye tentent de définir une stratégie pour enrayer le désordre qui règne dans ce pays et l'enjeu est de taille. Il s'agit de reconstruire des structures étatiques viables pour lutter contre la menace djihadiste et endiguer le flux migratoire depuis la Libye. Seulement voilà, la tâche n'est pas simple. Le pays est miné par les divisions politiques. Le gouvernement d'union nationale de Fayez al-Sarraj, depuis son arrivée à Tripoli fin mars, peine à gagner l'adhésion du gouvernement parallèle installé dans l'Est et qui refuse de céder le pouvoir. Le point avec Marc de Chalvron et Yann Moine. Voilà l'image que les Libyens ont tous vue. Le Premier ministre libyen d'Union nationale de retour d'un exil forcé, Fayez al-Sarraj, l'homme qui doit mettre fin à 4 années de chaos en Libye. Je remercie ces Libyens qui m'ont aidé à revenir. Ce sont des patriotes. Il faut qu'ils nous aident à reconstruire le pays. Et pourtant, loin de recevoir un accueil triomphal, Fayez al-Sarraj est revenu dans son pays, en catimini. L'espace aérien fermé, la route trop dangereuse. C'est par la mer qu'il a fait son retour. La discrétion autour de l'opération a été totale. Et nous avons réussi, grâce à Dieu. C'est à bord de cette modeste vedette des gardes-côtes que Fayez al-Sarraj est revenu dans son pays. On le voit sur ses photos pendant la traversée, le 31 mars dernier. 10 heures de voyage, de Sfax en Tunisie à la base navale de Tripoli. Voici les cabines dans lesquelles se trouvait le Premier ministre et les autres membres du gouvernement. On est bien loin du décor réservé habituellement à un chef de gouvernement. Et pourtant... Cette mission était historique pour tout l'équipage du bateau. Nous étions tellement fiers de rendre ce service à notre pays, de ramener les membres du gouvernement. Revenir en Libye, une première étape. Pour y rester, Fayez al-Sarraj a réussi à obtenir le soutien de la principale milice de Tripoli. Il fallait installer ce gouvernement dans un lieu sécurisé, à 100%. Nous avons choisi le siège de la marine libyenne à Tripoli. La milice Nawassi, en charge notamment de la sécurité de la base navale, protégée par des hommes en armes, en permanence le doigt sur la gâchette. Fayez al-Sarraj vit ici reclus depuis un mois, dans un véritable bunker. C'est ici également qu'il reçoit ses interlocuteurs venus du monde entier. Ici, les ministres des Affaires étrangères, français et allemands, Fayez al-Sarraj, ou l'espoir de la communauté internationale. Mais pendant ce temps-là, les Libyens continuent de vivre dans l'incertitude. À quelques kilomètres de la base navale, dans cette caserne militaire déserte, l'ancien Premier ministre, Khalifa El-Rouel, refuse de céder le pouvoir. Soyez le bienvenu. Posez cette question à l'Union européenne. Vous cherchez des partenaires libyens ou un partenaire étranger qui vous convient? Si vous cherchez des Libyens, alors nous sommes le gouvernement légitime. L'ancien gouvernement refuse de céder le pouvoir. Il y a donc une situation surréaliste avec souvent deux administrations qui coexistent. Exemple ici, au ministère de l'Information. Jamal Zoubia est à la tête du département de la presse étrangère. Il ne reconnaît pas le nouveau gouvernement, mais travaille toujours. Voilà le bureau pour les archives. C'est lui notamment qui délivre les cartes de presse, indispensables pour travailler. Au nom de l'ancien gouvernement. Le nouveau gouvernement m'a envoyé des messages, mais je leur ai dit, mais qui êtes-vous? Ils m'ont dit, tu pars d'ici, mais je leur ai répondu qu'ils n'avaient aucune autorité. Qui dirige vraiment la Libye?
Les files d'attente s'allongent devant les banques, à court de liquidités. Les Libyens, eux-mêmes, n'essayent même plus de comprendre. Nous ne parlons pas de politique, nous ne comprenons plus rien. Nous avons soutenu tous les gouvernements. Maintenant, il faut que le gouvernement nous soutienne, ça suffit. Combien de temps faudra-t-il au nouveau gouvernement pour asseoir son pouvoir? Personne ne peut vraiment garantir qu'il y arrivera un jour. Oui, le gouvernement d'union libyen qui a exhorté la communauté internationale à accélérer son réarmement après la mort de 32 membres de ses forces dans des combats avec le groupe djihadiste État islamique. Cette semaine, notre dossier nous plonge dans l'histoire, dans notre passé, pour mieux comprendre notre présent. Le 18 juillet 1936, la guerre civile espagnole éclate. Elle se terminera 33 mois plus tard, le 29 mars 1939. 986 jours d'enfer, pendant lesquels plus d'1 million de personnes trouveront la mort. Il y a 80 ans, des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants fuient l'Espagne franquiste pour rejoindre en grande partie la France. Pour en parler, notre invitée est Sylvia Dessassars. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci à vous. Alors vous êtes politologue, spécialiste de l'Espagne. Votre famille a vécu la guerre civile. Avant d'entendre votre témoignage, je vous propose de revivre cet exode, cet épisode de l'histoire qui a laissé des traces. Une foule misérable, composée surtout de vieillards, de femmes et d'enfants, attend le libre accès de la terre de France. Ils sont épuisés, à pied, sur les routes. Ces femmes, ces hommes, ces enfants fuient la guerre civile chez eux en Espagne. Ils espèrent trouver refuge de l'autre côté de la frontière. Comment sont-ils accueillis ? Voici le jour où la France a fait face à un afflux sans précédent de réfugiés. Janvier 39, face à cette marée humaine, le ministre de l'Intérieur est envoyé sur place. Visiblement embarrassé, le radical socialiste Albert Sarraut annonce la politique officielle. Les enfants, on les reçoit, les blessés, on les soigne, les valides, on les renvoie. Mais finalement, face à la pression, les hommes aussi pourront passer. En quelques jours, près de 500 000 Espagnols vont se bousculer sur cette petite route vers la France. La voici aujourd'hui, direction la mer et Argelès. Première étape sur la route de l'Exode. Voilà ce que trouvent les réfugiés lorsqu'ils arrivent sur cette plage en plein hiver, du sable et rien d'autre. Les autorités françaises vont d'abord installer quelques poteaux pour délimiter le camp et en quelques heures, les Espagnols vont se retrouver parqués derrière des barbelés, surveillés par des hommes en armes. Les réfugiés construisent eux-mêmes des abris de fortune. La vie s'organise, mais les conditions d'hygiène sont déplorables. 100 000 républicains s'entassent sur cette plage. Le père de Serge Barba y a été interné pendant plus d'1 an. Dans le regard des Français à l'époque, ils sont perçus comme une menace, ils font peur. Ah oui, ça, ils font peur, oui. Il faut penser qu'en 15 jours, il y a pratiquement 500 000 personnes qui arrivent dans le département, qui n'en comptaient à ce moment-là que 230 000. Tout le monde vous dira qu'on les a traités d'Espagnols de merde, qu'est-ce qu'ils sont venus manger le pain des Français. Mais dans les camps, une catastrophe humanitaire s'annonce. Alors, une partie de l'opinion publique s'indigne. Et des associations se mobilisent pour les migrants. La Croix-Rouge suisse installe une maternité dans ce bâtiment. Serge Barba y est né. Sur ces mêmes marches, le nourrisson ici à gauche, c'est lui, il y a 75 ans. Les mamans retrouvaient leur beauté, leur sourire et bon, leur dignité, quoi. Ça tranchait sur l'environnement très noir qu'il y avait aux alentours, quoi. En 1940, la politique d'internement s'accélère. Arrivé au pouvoir, le maréchal Pétain lance la construction d'une trentaine de camps. Les Espagnols seront les premiers internés ici à Rivesaltes. Ce camp était présenté à l'époque comme un modèle, en dur, destiné à accueillir les familles. En réalité, quand ils arrivent dans ces baraquements, les couples et les familles sont séparés. Et il faut s'imaginer les femmes et les enfants vivant dans cette salle unique. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, ils dorment sur de simples paillasses et ils n'ont pas grand-chose à faire si ce n'est lutter contre la faim et le froid. Et des baraques comme celle-ci, à Rivesaltes, il y en a plus de 300. Pour le pays,
le camp est aussi un vivier de main-d'œuvre bon marché. Pour autant, pendant toutes ces années, la France n'aura de cesse de les inciter à rentrer chez eux. À la fin de la guerre, à pied ou en train, 2/3 des réfugiés vont finalement reprendre la route de l'Espagne. Alors Sylvia Dessazars, avant de voir si on peut faire un parallèle avec la crise migratoire que nous connaissons en ce moment, ces Syriens, ces Libyens, ces Irakiens qui fuient leur pays pour rejoindre l'Europe, votre famille a connu la guerre espagnole, 2 ans et demi d'horreur? Oui, 2 ans et demi d'horreur. Mais ma famille s'est trouvée littéralement au centre de ce problème, parce qu'on parle toujours des franquistes, c'est-à-dire la droite, et des républicains qu'on classe de façon un peu rapide à gauche, mais disons les républicains qui sont les vaincus. Mais il y a eu beaucoup d'Espagnols qui ne se sont pas reconnus dans aucun des deux bords, et ma famille appartient justement à cette troisième Espagne dont on parle peu, qui n'était ni républicaine ni franquiste. Pas franquiste parce qu'elle était démocrate, et pas républicaine parce qu'elle était monarchiste. Donc elle était favorable à ce qui avait été le cas de l'Espagne pendant les 50 ans qui précèdent la République, et qui est devenu à nouveau la réalité de l'Espagne depuis 40 ans, c'est-à-dire une monarchie parlementaire démocratique. Et votre famille n'a pas fait le choix de l'exil? Alors, elle s'est exilée pendant la guerre en partie. Ma grand-mère espagnole s'est exilée en France pendant 1 année et est revenue ensuite en Espagne, mon grand-père ayant jugé que pour être utile, il fallait rester à l'intérieur et lutter depuis l'intérieur. La France a-t-elle été à la hauteur selon vous? On a vu dans le sujet que les conditions d'accueil avaient été déplorables. Les conditions d'accueil ont été déplorables, mais il faut aussi revoir ce qu'était que l'afflux de 500 000 personnes. À l'époque, en 1939, on ne peut pas plaquer ce que nous connaissons aujourd'hui en 2016 là-dessus. Ce que les Espagnols reprochent en fait davantage aux Français, c'est le pacte de non-intervention de Léon Blum. C'est-à-dire qu'en Espagne, en 1936, il y a un Front populaire qui gagne les élections. Quelques mois après, il y a un Front populaire en France. Et le Front populaire français, sous la pression des Anglais, laisse tomber les Espagnols. Et c'est cela que la gauche espagnole reproche le plus à la France. Là encore, 80 ans après, l'écho avec l'actualité est grand. C'est vrai qu'on vient de le voir, le gouvernement grec évacue le camp d'Idoménie où les conditions sanitaires étaient indignes. Rien ne change? Alors oui et non, il faut voir, je crois qu'il faut prendre la mesure. On a tendance à voir, parce que ça nous touche, nous les Européens, ce flux migratoire. Mais en 2015, il y a eu 250 millions de migrants. Et là-dedans, ce que nous recevons en Europe, même si nous, ça nous touche beaucoup, est une faible partie. Ce sont les États-Unis qui ont reçu 13 millions de personnes qui ont traversé la frontière mexicaine. Ce sont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis. Donc, en fait, je pense que c'est toujours pareil. C'est un afflux de personnes qu'on n'avait pas prévu. On ne sait pas bien s'en occuper. La Grèce n'a pas forcément les moyens de s'en occuper correctement. Et il se passe des choses terribles dans ces camps, effectivement, des trafics, de drogue, de prostitution. Donc effectivement, c'est pas que rien n'a changé, c'est que malheureusement, on n'a pas trouvé la façon d'accueillir ces gens décemment. Et alors justement, l'Europe est-elle à la hauteur, selon vous, pour répondre à cette crise migratoire qui a forcément un écho particulier pour vous, j'imagine? Oui, elle a un écho parce que c'est toujours les mêmes misères humaines, c'est toujours ces gens qui traversent, ces enfants qui meurent, ces bateaux qui se renversent en Méditerranée. Ce que je pense, c'est que ça fait ressortir des choses qui ne sont pas forcément ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité. C'est la renaissance des populismes. C'est tout ce contre quoi le pape François s'élève aussi, à juste titre. Mais comment faire? On n'a pas vraiment trouvé la formule. Non, on n'a pas trouvé la formule, mais il est vrai que l'histoire, malheureusement, se répète. Sylvia Dessazars, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà, si vous souhaitez revoir cet entretien ou ce magazine dans son intégralité, vous pouvez vous rendre sur la page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. La semaine dernière, je vous ai emmené au Maroc pour dresser un constat. Le pays est devenu un allié important pour le redressement de la compétitivité de la France. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises hexagonales s'installent en partie dans ce royaume. Le pays qui a fait appel aux entreprises françaises pour participer à la conception d'une gigantesque centrale solaire. Une installation impressionnante qui sera bientôt la plus grande au monde. Regardez. Elle se dresse à la lisière du désert, scintillant de toutes parts. À 20 km de Ouarzazate, voici la future plus grande centrale solaire du monde. Des panneaux solaires par milliers, étalés sur 480 hectares, l'équivalent de 600 terrains de football. La centrale Nour 1 est la nouvelle fierté du Maroc. Car ici, la richesse n'est pas sous terre, mais dans le ciel.
Le site a été choisi pour son ensoleillement maximal, 320 jours par an. Rachid Bayed est le directeur technique de la centrale. Lorsqu'il est arrivé pour la première fois sur ce terrain en 2013, il n'y avait rien du tout, absolument rien. Donc c'est une transformation en moins de 3 ans, moins de 3 ans de travaux. Le site produit de l'électricité depuis seulement quelques jours, grâce à la technologie dite thermodynamique. Ces miroirs concentrent les rayons du soleil. Un liquide est chauffé à l'intérieur de ce tube. Les panneaux suivent en fait constamment le mouvement du soleil. Puis le liquide chauffé est transformé en vapeur dans cet enchevêtrement de tuyaux. La vapeur entraîne une turbine qui produit ainsi de l'électricité. Et à la différence du photovoltaïque, cette technique permet de conserver la chaleur. Là, on a 2 réservoirs de stockage de sel fondu. C'est pour le stockage d'énergie thermique, pour pouvoir continuer à produire le soir. Il n'y a plus de soleil, mais on continue à produire la nuit grâce à l'énergie solaire. Surtout les heures de pointe, c'est là où il y a la demande qui est très forte. Cette centrale peut ainsi fournir de l'électricité à 600 000 Marocains, soit 2 fois la population d'une ville comme Nice. Il y a ici sur ce terrain près de 500 000 miroirs et ce n'est qu'un début. Dans 2 ans, il y en aura 2 fois plus, avec à terme une ambition, alimenter en électricité 2 millions de Marocains grâce à ces panneaux solaires. Car cette première centrale n'est qu'une partie du projet. À quelques centaines de mètres, les travaux de terrassement ont commencé pour les 2 autres centrales. Et dans 2 ans, voici à quoi elles vont ressembler. Un complexe de plus de 2000 hectares, qui coûtera au total 9 milliards d'euros. Pour le pays, une manière de réduire sa dépense énergétique, car aujourd'hui, il importe encore 95% de son électricité. À 3000 km de là, ce projet gigantesque profite aussi à une petite entreprise française, à Niederbronn-les-Bains en Alsace. Cette fonderie fabrique certaines pièces des futures centrales de Ouarzazate. Il faut 1 semaine pour fabriquer une seule pièce. L'acier est fondu, moulé, puis peint. Et voici le résultat final. Cet objet sera l'articulation qui permettra au miroir de la centrale de bouger. Le patron ne le cache pas, c'est une des plus grosses commandes qu'il ait eu à traiter. Nous avons plus de 2000 tonnes de pièces à réaliser sur environ 5 mois. Tout est prêt, tout est organisé, nous sommes vraiment mobilisés pour cela. Et ça va représenter tout de même 10% de notre chiffre d'affaires de cette année, donc ce n'est pas anodin. Résultat, l'entreprise a dû embaucher 23 nouvelles personnes. Les pièces seront livrées au Maroc dans l'été. D'ici là, le chantier de la centrale aura bien avancé. Il faut faire vite. Le pays accueillera la conférence sur le climat. Oui, le Maroc organisera la prochaine COP22, ce sera en novembre à Marrakech. Retour en France, à Cannes, qui était sous le feu des projecteurs la semaine dernière avec son célèbre festival. L'occasion de découvrir une divine surprise. C'est le titre du premier long métrage de Houda Benyamina. Son film a remporté la Caméra d'Or du festival, une récompense cinématographique pour encourager de jeunes artistes. Ce prix salue par ailleurs son engagement auprès des jeunes de banlieue. Bruno Lopez, Laurence Comiot. On est là, c'est possible! Houda Benyamina exulte. Pour son premier long métrage, la réalisatrice se paie les honneurs du Festival de Cannes. C'est juste une tuerie, quoi. Elle, à qui l'école disait qu'elle n'arriverait à rien. Dans son film Divine, c'est le même sort qui semble réservé à l'actrice principale, une gamine de 17 ans qui vit dans un camp de Rome près de l'autoroute A3. Elle décide que dans sa vie, tout sera possible, que l'argent lui apportera la liberté, même s'il faut travailler pour une fille, dealer de drogue. Tu veux quoi? On peut te parler toute seule, s'il te plaît. Tu m'attends. Ouais. Vas-y, accouche là. On va bosser pour toi. Tu te crois pas l'emploi, quoi? Une histoire foisonnante et sans misérabilisme. Une coproduction franco-qatari et des figurants venus de Viry-Châtillon et de Grigny. La réalisatrice s'est d'ailleurs appuyée sur l'association essonnienne 1000 Visages, qu'elle a cofondée et qui vise à démocratiser le cinéma. En 2012, nous avions suivi son travail avec les jeunes. Aujourd'hui, Houda Benyamina est récompensée pour toutes ses actions dans les quartiers.
Ouda Benyamina qui a déjà à son actif 2 courts-métrages, l'un réalisé en 2009 et l'autre en 2011. Le journal de la Méditerranée, un magazine pour vous informer de l'actualité du bassin méditerranéen, mais pas seulement. Nous prenons le temps également de découvrir des sites uniques nombreux dans cette région du monde, à l'image des volcans. L'Etna, par exemple, en Italie, reste un site fascinant, prêt à rugir à tout moment. Le Stromboli, dans les îles éoliennes en Italie toujours, offre lui aussi un décor à couper le souffle. À son chevet, de nombreux scientifiques qui scrutent ses respirations et ses éruptions. Il est une île, à lui tout seul, un colosse dont les pieds prennent appui au fond de la mer. Mais ne vous fiez pas à son apparente tranquillité. Le Stromboli doit être surveillé 24 heures sur 24. Sébastien Valade est vulcanologue. Avec une équipe de confrères italiens, il monte réparer les appareils électroniques qui auscultent le volcan. On va à 400 mètres. Et à la première station, la plus basse en altitude, et on va aller contrôler ce qui ne va pas sur la station. Au bord du vide, il change cette antenne. Elle envoie des informations en temps réel vers un centre d'analyse situé au pied du Stromboli. C'est important d'avoir un ensemble d'instruments pour bien comprendre le volcan, c'est-à-dire comment il se déforme, comment il vibre, qu'est-ce qu'il produit comme son. Mais comme à chacune de ces expéditions, Sébastien veut aller à la rencontre de ce volcan si vivant. De jour comme de nuit, depuis l'Antiquité, les cratères du Stromboli fument. Ils recrachent en permanence des colonnes de gaz brûlants. Ce dégazage qui est continu, en fait, vous allez voir, il est interrompu de temps à autre, tous les 5, 10, 20 minutes, ça dépend, ça varie un petit peu, par des explosions. Un spectacle que ces scientifiques connaissent bien et qui pourtant ne cesse de les émerveiller. C'est fantastique de pouvoir admirer ainsi le Stromboli et sa puissance. Oui, c'est vraiment spectaculaire. Et pendant que les vulcanologues redescendent, un peu plus haut, juste à l'aplomb des cratères, la nuit tombante transforme pour quelques privilégiés les flancs du Stromboli en une incroyable féerie de couleurs. Parfois, il faut partir, car le volcan se déchaîne. Sa lave coule alors jusqu'à la mer. En bas, au centre d'analyse, les caméras thermiques filment les explosions du Stromboli. Les écrans de contrôle permettent à Sébastien et aux vulcanologues italiens de surveiller son activité. Donc là, vous voyez la petite trace, les petits points qui se déplacent, donc ça c'est vraiment en temps réel. Il indique la vibration du sol en fait. Donc quand il va y avoir une explosion, le sol va se déplacer, va vibrer de manière un peu plus violente que dans la normale, et on va enregistrer ce type de signaux qui correspondent du coup à une explosion. Les îles éoliennes, un archipel paradisiaque et volcanique. Ces îles ont surgi des eaux il y a 200 000 ans. Pasquale D'Ambrosio a choisi de venir vivre sur celle de Stromboli. Depuis 30 ans, il voue une véritable vénération à son immense voisin qui a pourtant failli le tuer, lui et sa famille. Ma femme était devant la maison. Elle a vu le tsunami qui arrivait vers nous et elle a hurlé « Pasquale, Pasquale, prends la petite !» J'ai pris notre fille dans les bras et je n'avais même pas encore réalisé ce qui se passait, qu'il y avait déjà de la mer partout dans notre maison. L'eau est entrée par ici et elle est montée jusqu'à la moitié des murs à peu près. Le 30 décembre 2002, une éruption plus forte que les autres projette dans la mer un bloc de lave de la taille d'un immeuble de 30 étages. Le raz-de-marée qu'il provoque détruit alors une partie des villages de l'île de Stromboli. C'est l'une des maisons qui a été submergée par le raz-de-marée. Elle a été reconstruite, mais après la vague, il ne restait plus rien. Mais qu'importe le danger,
Pour Pasquale, le Stromboli est un bon volcan. Une île qui se met parfois en colère, mais dont la beauté est sans égale. Non, il est sublime. Et puisque nous sommes dans le sud de l'Italie, eh bien, rejoignons Naples pour l'image de la semaine. Les Napolitains ont repris au Milanais le record de la plus longue pizza du monde en déroulant sur plus de 1858 mètres la spécialité de cette ville. Cette pizza géante a nécessité 2 tonnes de farine, 1600 kilos de tomates, 2 tonnes de mozzarella, 200 litres d'huile et 30 kilos de basilic. 100% made in Italy, bien sûr. À la semaine prochaine. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, buona parrucca, presto la barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, buona parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi!